Au sommaire de Midi Sport, ça n'était pas arrivé depuis 15 ans. Retour de la boxe hier soir au Palais Saint-Sauveur de Lille. Sur le ring, Mohamed Kabesh, Daoud Asso, entre autres. Du basket, ça monte. Tout d'abord pour Boulogne qui accède à la Pro B, mais aussi dans le Valenciennois, c'est l'Union Hainaut Basket qui retrouve la Ligue féminine. Cyclisme, elle monte aussi la polémique sur le vélo à moteur de Cancellara, enquête dans ce magazine. Enfin, un arbitre de la région en Afrique du Sud, Stéphane Lannoy, nous reçoit juste avant son départ pour la Coupe du Monde. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Midi Sport en direct comme chaque dimanche midi, vous le savez. Et on commence avec vous, Céline Rousseau, et on prend des gants pour démarrer ce magazine. Oui, bonjour Thomas, bonjour à tous. C'était la première nuit des champions hier soir au Palais Saint-Sauveur de Lille, un gala de boxe, un premier rendez-vous avec au programme 5 combats professionnels et 5 figures de la région qui ont toutes gagné leur combat. Forcément à domicile, il fallait briller. On revient sur cette soirée avec Sergio Rosenstro et Marc Graff. Un peu tendu, Mohamed Kabesh s'apprête à combattre. On l'attend, il le sait, un champion de France même le regarde. Entre autres, car ce soir, le Tunisien fraîchement installé à Lille va se mesurer à un Italien devant les pointures régionales. Il est un petit peu plus petit que moi, mais si ça se voit en fait quelqu'un qui rentre dedans, il faut que je fasse attention, que je prends mon distance et je travaille plus de technique qu'autre chose. Pro, depuis un an seulement, Mohamed Kabesh vise une participation au prochain JO. Et remonté par le public, il fait ses preuves. L'arbitre va arrêter le combat à la 3e reprise. Ça a été plus vite que prévu, effectivement, il a très bien travaillé. Il a cherché à beaucoup plus poser sa boxe, donner moins de coups, mais être plus efficace. Et on a vu toute la différence. Belle soirée pour l'entraîneur des Lillois, puisque son second poulain, Cédric Kalangi, va lui aussi s'imposer par KO, juste avant la limite, certes, face à un Bulgare, mais seule la victoire compte, et c'est sa 5e d'affilée. Pas de KO, mais une victoire au point au bout de 6 rounds pour le champion de France, Karim Chakim, de Ouaskal. Après 20 minutes de bagarre, fair play, il souligne la vaillance de son adversaire, venu de Lettonie. Mais celui que tout le monde attendait hier soir est entré sur le ring à 23h. Le clou du spectacle, Daoud Asso, vice-champion olympique, n'avait plus combattu à Lille depuis décembre. Et son adversaire bordelais en a pris plein la tête. J'apprends chaque combat, j'espère encore apprendre. Je vais arriver au titre suprême, c'est champion du monde d'ici là. Voilà. Être champion du monde, le rêve du Roubaisien. Fier de sa performance, heureux avec son public. Daoud Asso était un peu le roi hier de ce Palais Saint-Sauveur. Le Palais Saint-Sauveur, on y reste pour du basket. Cette fois, le président lillois nous l'avait clairement laissé entendre sur ce plateau, ici même la semaine dernière. Philippe Namist n'est plus l'entraîneur du LMBC. Il est arrivé en fin de contrat, il n'a pas été renouvelé. Fin de cycle donc pour Philippe Namist. Il est remplacé par Fabien Romeyer, 33 ans. Il a fait toute sa carrière à Saint-Etienne, tout d'abord comme assistant et comme entraîneur depuis 2 saisons. Présentation officielle de Fabien Romeyer cette semaine au Palais Saint-Sauveur. Donc, en Pro A, on va revoir ces images synonymes d'une grosse déception pour le basket nordiste en cette fin de saison. C'est la défaite vendredi soir lors du match d'appui de demi-finale de Pro A du BCM à Cholet, le BCM en bleu sur ces images. Le BCM défait donc et Cholet qui prend son ticket pour la finale du championnat à Bercy face au Mans dans une semaine. Grosse déception pour Gravelines Dunkerque qui peut regretter son match de mercredi à Sportica où il avait la possibilité de se qualifier. On écoute l'entraîneur Christian Monchot. La déception, si elle existait réellement, elle a existé il y a 2 jours après la défaite chez nous sur un match qu'on avait largement pas dominé, enfin pas loin, qu'on avait en poche. On était moins marqué qu'on le pensait parce qu'on a vraiment essayé de donner tout ce qu'on avait. Mais le sentiment de frustration d'avoir rendu une finale existait quand même malgré tout. Donc à Cholet d'en faire bon usage. Et en revanche, une bonne nouvelle, elle est pour les Boulonnais, les basketteurs de National qui montent carrément en Pro B. Ils vont donc rejoindre Lille et le Portel dans cette catégorie. Le seul petit souci, vous allez le voir, c'est qu'il va falloir partager la salle avec les voisins du Portel. On voit ça avec Claire Chevalier et Fabrice Dujardin.
C'était dimanche dernier, la fête improvisée à l'hôtel de ville de Boulogne-sur-Mer. Les joueurs du stade olympique maritime rentrent tout juste de Reims où ils viennent de battre Angers. En décrochant ce titre de champion de national, ils montent dans l'élite de la Pro B. Franchement, c'était énorme. Il n'y a même pas de mots, c'est l'émotion. L'émotion et la joie des supporters tellement tout s'est accéléré le week-end dernier. Pourtant 6e seulement de la saison régulière, Boulogne va éliminer ses 2 principaux rivaux des playoffs avec la manière. Un exploit. Je suis content pour les gens. Quand je vois cette classe-là, je suis vraiment heureux. Les joueurs l'ont mérité. Très honnêtement, c'est sans aucune prétention. Il y a eu des bonnes équipes. Mais je trouve qu'on a fini la saison très fort. Mentalement surtout. On était 16e. À un moment donné, on ne parlait même pas de playoffs. On parlait du maintien. On y allait étape par étape. On a commencé par essayer de regrignoter des places. Après la qualification pour les playoffs. Après les playoffs, le Final Four. Et maintenant, on l'a gagné. Et aujourd'hui, passé l'effervescence, se pose un problème plus concret. Avec cette montée, le stade maritime va avoir besoin à temps plein de sa salle d'En-Raymond, prêtée aux voisins du Portel, sans infrastructure propre avant juin 2011. Le Portel qui joue ses matchs du vendredi soir ici. Et si la Ligue est d'accord pour arranger les calendriers, ça se complique pour les entraînements. La salle, d'abord, c'est la salle du club résident, c'est-à-dire du club de Boulogne. Donc on va se réunir avec le club de Boulogne. Et puis je reverrai mes amis portelois. La question de la fusion entre les 2 clubs, déjà évoquée, sera peut-être reposée plus vite que prévu. Mais en attendant la saison prochaine, il y aura, c'est assuré, des derbys un peu particuliers sur la côte. Et on n'en finit plus de monter cette fois avec l'UHB, Union Hainaut Basket, le club de Saint-Amand qui fait son retour en Ligue féminine la saison prochaine après une année de purgatoire en National 1 pour raisons économiques. L'équipe veut tourner la page d'une fusion ratée avec l'USVO. Reportage avec Bruno Espalieu et Tonio da Fonseca. C'est ici, dans cette salle, la bien nommée Renaissance, qu'a refait surface l'Union Hainaut Basket. Certes, on peut apercevoir encore quelques souvenirs de l'USVO, mais cette page est définitivement tournée. Pour terminer sur 10 lancers francs. Cette année en National 1, les tribunes étaient vides. Le public a boudé cette équipe rétrogradée, l'orpheline d'une fusion ratée il y a 2 ans entre VO et Saint-Amand. Après avoir mangé son pain noir, l'UHB revient au plus haut niveau. On a mangé du foie gras, revenir au Poitou c'est un peu compliqué. Mais bon, on espère qu'avec la Ligue, avec la venue de Bourges, avec la venue de Tarbes, etc., sans retourner au combat VO contre Bourges, mais on peut essayer de faire quelque chose. Il n'y a plus de pression. Après, je pense qu'on gardera toujours cette étiquette USVO pendant un certain nombre de temps encore. Donc on a peut-être un peu plus ça sur les épaules en fait. Enfin, l'image de l'USVO, enfin l'image qu'avait VO. Il y a 12 mois, Jean-Pierre Boulanger, aidé par la Porte du Hainaut, a repris le club, alors à l'agonie, seulement 1 an après sa création. Une fusion de l'USAP Saint-Amand avec Valenciennes, opération hâtive qui avait pour ambition de faire encore plus grand que l'USVO. Résultat, un fiasco financier et une relégation administrative cette saison. Une année compliquée avec seulement 8 joueuses pour une remontée immédiate, fêtée modestement la semaine dernière. C'était un peu inespéré après la crise dont on a beaucoup parlé avec cette fusion qui n'avait pas marché. Le fait qu'il y ait eu une équipe qui a été faite en précipitation, presque en catastrophe. On ne pouvait pas imaginer qu'après une saison en National 1, on puisse remonter en Ligue et ça s'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, il reste à convaincre pour, au minimum, pérenniser le basket de haut niveau dans le Valenciennois. Une info handball et fin de saison pour l'USDK qui avait encore une possibilité mercredi dernier de remporter un ticket pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. C'était à Tremblay et bien Dunkerque a été battu 34-30. C'est Ivry qui prend son ticket pour la Coupe EHF. Du cyclisme maintenant, Fabian Cancellara aurait-il remporté le dernier Paris-Roubaix en Solex? Ce n'est pas une blague, ou presque, vous en avez tous entendu parler, c'est le scandale de l'année en cyclisme, ce vélo moteur avec lequel le Suisse roulerait en compétition. On revient sur ce dossier avec Manu Magdelaine et Cédric Vasseur. Accélération de Cancellara à 50 km de l'arrivée. Tous les fans de Paris-Roubaix ont trouvé cette accélération du coureur suisse impressionnante, incroyable.
surprenante. Ce journaliste italien, lui, la trouve suspecte. Moi, avec ce vélo, je pourrais gagner une étape du Giro, même à 50 ans. Dans cette vidéo internet, il affirme que Cancellara est aidé par un système électrique caché dans son cadre. En course, Cancellara appuierait sur un petit bouton pour ensuite laisser ses adversaires sur place. C'est tellement fou que je n'ai pas de mots. Je n'ai jamais eu de batterie sur mon vélo. C'est une histoire triste et vraiment scandaleuse. Pourtant, techniquement, ce système ne surprend pas ce marchand de vélo. Déjà aujourd'hui, certains dérailleurs sont électriques et les batteries sont toutes petites. Batterie au lithium. Aujourd'hui, c'est réalisable, surtout avec le système d'axe de pédalier aujourd'hui qui laisse la possibilité effectivement d'avoir accès par le tube vertical du vélo. Donc il suffit d'avoir une toute petite aide au pédalage, la cadence de pédalage qui va être accentuée, quelques tours de pédale supplémentaires sur les 40-50 derniers kilomètres et ça peut suffire évidemment pour faire la différence à ce niveau-là. Autre élément suspect sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix, Cancellara a multiplié les changements de vélo sans raison apparente. Il nous a dit « j'avais un petit problème mécanique, finalement, j'ai changé, j'ai repris ». Moi, j'y crois pas une seconde. Les commentateurs n'y croient pas, Cédric Vasseur non plus. Démonstration au Tour des Flandres. Donc là, on voit le changement de vélo qui va être très rapide, hein. Le mécanicien descend arrière droite, il jette le vélo par terre, lui il récupère le vélo, il donne le vélo de rechange et il repart. Ça, c'est classique. Mais après, on voit qu'il y a quand même encore un autre changement de vélo. Et à Paris-Roubaix, ça recommence encore. Donc là, c'est bizarre. Ce deuxième changement de vélo, le voici filmé par un amateur. Comme dans un cyclocross, il déchausse une roue. Hop, il va laisser glisser, jeter son vélo de rechange pour reprendre son vélo original. Le mécanicien récupère le vélo, ni vu ni connu, et regarde bien ce qu'il fait. Il va prendre le vélo, il va mettre la main, hop, quelque chose dans la poche. Peut-être qu'encore une fois, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'après, il met cette même main dans sa poche. Alors là, c'est bizarre, là, je ne comprends pas. Ou alors, il y a un billet de 500 sur le vélo, il le prend, il le met. Dans le monde du cyclisme, que ce soit professionnel ou amateur, plus personne aujourd'hui croit réellement aux performances de Cancellara. Je pense que la réponse, elle va être dans ses performances futures. Si on s'aperçoit que Cancellara grimpe moins bien l'école et n'arrive plus à gagner une course, ça va devenir inquiétant pour lui. Pourtant, l'Union cycliste internationale affirme qu'elle ne mènera pas d'enquête sur Cancellara. Nous n'avons aucun indice concernant l'éventuel usage de ces engins dans le cyclisme professionnel. Le coureur suisse reste pour l'instant le vainqueur de Paris-Roubaix 2010. Pas de suspicion d'aide au pédalage, du moins on l'espère. Vendredi soir au Critérium de Calais, la traditionnelle épreuve fêtait sa 25e édition et c'est un régional qui l'a remporté. John Gadret, vous voyez ici, le coureur d'Auchel a devancé le Belge Gilbert qui avait remporté l'épreuve l'an dernier. Très en forme John Gadret après ses belles performances en Italie. Voilà ces images signées Bertrand Terry. On parle football maintenant. Il vit entre le Nord et le Pas-de-Calais et ça lui va bien parce qu'il est arbitre international. Il s'appelle Stéphane Lannoy, il a 40 ans. On a l'habitude de le voir sur les terrains pour arbitrer des matchs de Ligue 1 ou de Ligue des Champions. Et bientôt, il sera sur les terrains pour le mondial de football. Il est parti mercredi. On l'a rencontré juste avant avec Sébastien Guerac et Tonio da Fonseca. Cette année, j'ai eu la chance de faire la finale de la Coupe de la Ligue entre Marseille et Bordeaux. Alors, c'est des souvenirs assez sympas. Et si 2010 était son année? À 2 jours de partir pour l'Afrique du Sud, Stéphane Lannoy nous reçoit chez lui. Ce mondial, il s'y prépare depuis 2 ans avec des stages en altitude et à Clairefontaine. Là-bas, il sera logé à Pretoria. Petit coup d'œil à la météo très différente, un paramètre qui va conditionner son travail. Et mieux Stéphane Lannoy arbitrera, plus il ira loin dans le nombre de matchs que la FIFA lui confiera, au maximum 4 rencontres. Ça, c'est un peu le poids pour notre déplacement. Quel que soit le match qu'on nous donnera de faire, le faire du mieux possible, d'être le plus efficace possible, et puis d'essayer d'aller le plus loin dans l'aventure, parce que l'objectif, c'est exactement le même que l'équipe de France de foot. L'équipe de France de foot rêve d'aller le plus loin possible dans cette aventure, parce qu'ils sont compétiteurs, c'est des joueurs. Mais les arbitres, c'est pareil, on est compétiteurs aussi, et nous, on a envie, évidemment, d'aller le plus loin possible dans l'aventure. À gauche, vous avez Laurent Hugo, qui est lui d'Antibes, et à droite, vous avez Eric Danseau, qui est de Tours. À ses côtés, ses 2 fidèles assistants qui l'accompagnent.
Ils forment le seul trio d'arbitres français pour ce mondial. On a su séduire la FIFA avec l'équipe complète, quoi. Et chacun a apporté sa contribution à l'ensemble, aussi bien Eric que Laurent. Donc ouais, c'est une équipe qui part, quoi. C'est pas simplement le central. Ferme, juste, respecté, Stéphane Lannoy a imposé un style d'arbitrage très carré. Monsieur Touraine, je ne siffle pas parce que vous avez l'avantage. On est d'accord sur la faute, on est d'accord. Dans la valise de monsieur l'arbitre, le matériel nécessaire à ses assistants. Les drapeaux, eux, à chaque fois qu'ils ont une décision à prendre, position de hors-jeu sanctionnable ou des choses comme ça, ils bipent. Mais aussi un nouvel équipement, celle de la FIFA pour la Coupe du Monde, officiel pour l'Afrique du Sud. 2010 FIFA World Cup. Et dans son armoire magique où il range toutes les tenues de ses matchs, j'essaye de classer un peu. Alors là, c'est tout ce qui a trait à la Ligue des Champions. Stéphane Lannoy devra bientôt faire de la place pour une nouvelle pile, la plus prestigieuse, celle du mondial de football. Et ça, c'est tout ce qui a trait un peu à la FIFA. Et voilà, on essaye de se repérer parce que, en fonction des matchs qu'on arbitre, c'est un peu le bins. Bon voyage et bonne Coupe du Monde à Stéphane. Cette dernière image pour terminer ce magazine, celle de l'inauguration du baptême, même du nouveau bateau de Thomas Ruyant, le skipper dunkerquois, qui prendra le départ de la route du Rhum le 31 octobre prochain. Eh bien voilà, son classe 40 a été montré hier dans le bassin du commerce à Dunkerque. On reviendra avec Thomas la semaine prochaine pour un long reportage sur lui. C'est la fin de ce Midi Sport. Céline, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et rendez-vous à 19h pour d'autres infos sport avec vous, Thomas. À tout à l'heure.